table ronde organisée depuis le lundi 2 avril par le ministère du Commerce extérieur sur la promotion des exportations des produits congolais s'est clôturée ce mercredi 4 avril 2018 au Salon Congo du Pullman Hotel. Plus que jamais engagé de mettre fin à la dépendance de la RDC aux importations des produits alimentaires et manufacturiers étrangers, ces travaux qui font suite aux mesures du gouvernement lancées contre la fraude fiscale et douanière, la fraude à l'import-export, la multiplicité des taxes ainsi que la contrebande au niveau des frontières, ces travaux se sont attelés de concrétiser les différentes stratégies et pistes de solutions afin de définir une nouvelle politique économique basée sur la diversification et la fluctuation locale. Mesdames et messieurs, la présente table ronde nous a offert les cadres et l'opportunité de réfléchir sur les politiques et stratégies à mettre en place pour produire davantage, en vue de mieux exporter et de réduire ainsi la dépendance de la RDC aux importations. Elle nous a offert l'occasion cruciale de proposer des solutions durables aux faiblesses structurelles de notre commerce extérieur, notamment le déséquilibre de la balance commerciale, la prédominance des produits primaires dans la structure de nos exportations, l'étroitesse de la gamme des produits agricoles et manufacturiers exportés, la prédominance des importations de produits agricoles dans la catégorie des produits primaires et la prédominance des importations des produits manufacturiers si l'ensemble des importations. Il est impérieux qu'une synergie prenne forme et réalité quant à l'exécution des 101 recommandations se rapportant aux 4 secteurs clés concernés par ces assises, notamment l'économie, les télécommunications, la régulation et l'institutionnel. Les participants ont proposé de lever l'option d'identifier les secteurs et les produits clés à exporter, élaborer des priorités, bien qu'en ces moments tout est priorité. Intégrer les résolutions de la table ronde dans le plan national stratégique pour le développement. Organiser la production et la transformation, la distribution de produits stratégiques. Améliorer la connectivité physique et numérique pour la mobilité des personnes, de biens et de l'information. Pour rendre toute son importance à l'événement, le gouvernement de la République, représenté par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzeze, s'est assigné de relever le défi vu qu'il s'avère que les finances publiques jouissent de l'embellie des cours de certains produits locaux. Je vous remercie surtout pour avoir permis. Le gouvernement est disposé des outils de travail de référence concernant des actions et des stratégies à mettre en œuvre pour la promotion et le développement des exportations de notre pays. Mais pour exporter les produits congolais, il faut d'abord commencer par les produits. C'est pourquoi vos réflexions et vos propositions tombent à un moment opportun où les gouvernements travaillent sans désemparer sur les dossiers de l'augmentation de la production agricole dans le cadre de la diversification de l'économie nationale. La table ronde sur la promotion des exportations a été une belle occasion de déclencher la primauté des PME et PMI locales en accord avec l'appui du gouvernement de la République. À peine de retour au pays, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzeze s'est remis au travail. Dans l'avant-midi de ce mardi 3 avril, il a effectué une visite surprise sur le chantier des travaux de l'érection du futur immeuble devant abriter le ministère de l'Agriculture situé au coin du boulevard du 30 juin et de l'avenue des Batétéla. Cette descente du chef du gouvernement consiste à examiner l'état des lieux d'avancement des travaux lancés le 4 novembre 2017 dernier par rapport aux prévisions de 18 mois pour la fin de la construction. Le Premier ministre, qui en avait posé la première pierre en personne, tient à cœur la finalisation de cet ouvrage très utile pour l'installation du ministère de l'Agriculture au centre de plusieurs projets du gouvernement disposés à diversifier l'économie dans toutes ses filières. Les ingénieurs sur le site à l'œuvre est déterminé d'honorer le timing arrêté, malgré quelques contraintes mineures, s'emploient d'achever les engagements.
Mais on a pris un peu de temps, côté procédure et permis de bâtir, on a traîné. Ça restait à peu près 2 mois. Après les travaux, réellement, ils ont commencé à 15 janvier. On est toujours dans le planning. C'était prévu 18 mois, mais on essaiera de le finir bien avant, espérons. S'il n'y a pas de problème, bien sûr. Et les meubles étaient à combien de niveaux? C'était CR plus 5, rez-de-chaussée plus 5 niveaux. Ce passage du Premier ministre Bruno Tshibala, improvisé, n'a pas manqué de provoquer un afflux de la population aux aguets de ses autorités. Roger Lumbala hausse le ton contre Joseph Olengankoy, président du CENSA. Président du RCDN, membre du RASOP Kassavubu, condamne la dernière décision du CENSA demandant le Premier ministre Bruno Tshibala de créer son parti. Je tiens à vous préciser, le CENSA ne peut pas se substituer au ministère de l'Intérieur qui gère les partis politiques. Les partis politiques en République démocratique du Congo sont gérés par le ministère de l'Intérieur qui les agrée et qui les contrôle. Le CENSA avait pour mission aussi de veiller au dédoublement des partis politiques. Le rôle du CENSA aujourd'hui, c'est de chercher à trouver la calmie, la sérénité. Parce que nous devons aller aux élections. Ce n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. C'est pourquoi autrefois, quand je vous disais qu'il faut absolument encadrer notre jeune frère Joseph Olengankoy pour l'aider à comprendre la mission qui lui est assignée, les gens pensaient que c'était une exagération de ma part. L'homme a démontré les prouesses du gouvernement Tshibala qui, selon lui, a le soutien du chef de l'État. Monsieur Bruno Tshibala Nzenze est Premier ministre. Nous avons réussi à avoir 1 milliard de dollars américains. En réserve, ce n'est pas l'argent qui est en circulation. Nous avons suivi que le gouvernement de M. Tshibala Nzenze avait une deuxième mission de la sécurisation de la République démocratique du Congo. Le problème au niveau de Kamwena-Nsapou, dans la province ou les provinces du Kasaï, ce problème est déjà réglé. Et ça, encore une fois de plus, il faut mettre ça dans le positif, dans le bilan positif du gouvernement sur le plan de sécurité dans la ville de Kinshasa. Chacun voit actuellement que la situation se présente très bien. Vous pouvez vous promener jusqu'à des heures tardives. Les policiers ne vont pas vous déranger. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu, au niveau du ministère de l'Intérieur, une situation impulsée par le Premier ministre, M. Tshibala Nzenze. Devant la presse, Roger Lumbala a précisé qu'il parle au nom de A13, alliance des 13 partis, membres du RASOP Kassavubu. Arrestation du journaliste Eliezer Ntamboué, présentateur de l'émission Tokomi Wapi, les journalistes en colère. Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 4 avril 2018, un message à l'unité a été lancé à tous les journalistes pour barrer la route au bureau de la liberté de la presse. Ainsi, nous sommes appelés à nous souder les coudes. Et je vous appelle à la fable des porcs-épics. En Europe, il y a eu l'hiver le plus difficile qui n'avait jamais existé. Et pendant cet hiver, tous les animaux mouraient. Et quand ils mouraient, les porcs-épics ont compris qu'il faille qu'ils se mettent ensemble pour partager la chaleur. Et quand ils se sont mis ensemble, les piquants des uns blessaient les autres. Alors, comme ça piquait, ça faisait mal, ça créait des petites blessures, ils se sont éloignés. Et quand ils se sont éloignés, on a commencé à ramasser un porc-épic, un après l'autre, ils mouraient congelés seuls. Alors ils se sont dit non, non, autant que nous puissions nous blesser un peu, mais que nous puissions gagner en partage de la chaleur qui nous mettait en vie. Et ils sont rentrés ensemble. Je sais que parmi nous, il arrive que nous puissions nous blesser les uns et les autres. Mais pour l'instant, parce que l'heure est grave, nous sommes obligés
d'unir nos efforts pour faire face à cette menace qui vise notre écrasement. En 9 mois des élections, les politiques envisagent à faire taire les chevaliers de la plume, surtout ceux d'investigation qui sont témoins gênants. Assassinats, arrestations, enlèvements seront mis à contribution pour réduire au silence les journalistes, d'où un appel à la vigilance. L'heure est grave. L'heure est grave, pour quelle raison? Cette arrestation fait partie des stratégies mises en place par le laboratoire du mal, par le laboratoire du pouvoir, pour taire les espaces d'échange et étouffer la liberté de la presse, où aujourd'hui on constate qu'il y a une catégorie de journalistes qui sont restés les seules personnes en qui notre population croit. On sait que la classe politique congolaise, personne n'en fait plus confiance. Et cette stratégie vise à intimider les uns et les autres, à ne pas avoir ces espaces. Arrêté depuis lundi 2 avril 2018 vers 11 h dans son bureau de travail, Eliezer, surnommé Mwana Kolo Lupango, est toujours en détention au parquet général de la République. C'est de rappeler que le journaliste Eliezer a été accusé par le gouverneur de la province du Kasaï oriental pour diffamation dans un numéro de l'émission Tokomiwapi animé par l'inculpé. Affaire Eliezer Ntambwe à l'étape pré-juridictionnelle, l'un de ses avocats dénonce les vices des procédures dans cette affaire. Selon maître Hervé Diakessé, le journaliste Eliezer a été arrêté par un mandat d'amener provisoire. Il a précisé que le parquet général de la République n'a pas au préalable envoyé une invitation à son client. Nous stigmatisons en premier, comme vous l'avez vu, l'interpellation d'Eliezer Ntambwe par un acte de procédure extrêmement contraignant qui est privatif des libertés, en l'occurrence un mandat d'amener. Le mandat d'amener existe dans la procédure. Néanmoins, pour les décerner, il est justifié par des circonstances, parmi lesquelles le refus préalable d'avoir déféré à d'autres types de convocations, soit une invitation, une convocation ou un mandat de comparution. Si vous n'avez pas déféré à ça, si vous n'avez pas respecté cette modalité de convocation, on vous décerne un mandat d'amener. Les agents de la police judiciaire viennent se saisir de votre personne pour vous amener contre votre gré devant l'officier du ministère public. En ce qui concerne le cas d'Eliezer Ntambwe, en aucun moment il n'y a eu d'acte d'invitation préalable. Automatiquement, on a décerné les mandats d'amener. Il a par ailleurs fustigé les comportements du plaignant et les enjeux de ces dossiers. Premièrement, le comportement du plaignant dans l'affaire Eliezer Ntambwe. Et deuxièmement, la suite des enjeux dans cette affaire. Nous ne pouvons pas comprendre que M. Ngoï Kassanji ait saisi la justice, porté plainte contre Eliezer Ntambwe, et qu'en même temps qu'Eliezer Ntambwe a comparu devant la justice, M. Ngoï Kassanji se répande maintenant dans les médias et dans les réseaux sociaux en train de proférer des accusations graves contre notre client et lesquelles n'est plus en mesure de se défendre parce qu'il est en détention. Si on saisit la justice, donc on a des plaintes, on va en justice et on est confronté à son adversaire. On ne peut pas en même temps publier dans les réseaux sociaux des propos diffamants, assez paradoxal, puisque c'est ce qu'il reproche à Eliezer Ntambwe, qui n'est pas en mesure de se défendre. Notamment des prétendus audios où on voudrait faire croire qu'Eliezer Ntambwe est en train de soumettre Ngoï Kassanji à des demandes de fonds et des tentatives d'extorsion. Maître Hervé Diakessé a indiqué que lui et ses confrères se battent bec et ongle pour obtenir la liberté provisoire du journaliste Eliezer Ntambwe. Affaire Diamant, le président de l'ONG ACAJ, maître Georges Kapiamba, exige une enquête urgente et transparente sur la vente de ces diamants estimés à 40 millions d'euros et surtout qu'il y a mort d'homme dans cette affaire. Ces diamants se trouverait où, qui l'a vendu
et suivant quelle procédure. Aujourd'hui, il y a autant d'informations telles qu'il serait déjà vendu même en verse à 40 millions de dollars. Ce sont des informations. 40 millions euros. Mais nous exigeons une enquête urgente et transparente qui devra au moins fixer l'opinion nationale et internationale sur les circonstances de l'obtention de ces diamants, aussi de sa vente, mais surtout du décès de Fé Lodi. Parce que sa famille ainsi que le peuple congolais, nous avons tous droit de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Maître Georges Kapiamba exige aussi la présence physique du gouverneur du Kasaï oriental à Kinshasa pour qu'il soit confronté au journaliste Eliezer Ntambwe qu'il a accusé pour diffamation. Le parquet général de Kinshasa-Gombe a envoyé une commission rogatoire pour faire entendre un plaignant en Mbuji-Mayi. Au lieu de l'inviter ici à Kinshasa pour qu'il puisse déférer à l'autorité que lui-même a saisi et déposer dans les formes de confirmer sa plainte, nous trouvons ça comme un favoritisme que nous dénonçons. Il ne peut pas, lui, bénéficier de plus de facilités que tous les autres citoyens engagés. Quels sont ces citoyens qui se plaignent, contre lesquels on envoie autant de commissions rogatoires? Et cette pratique doit cesser. Il doit être considéré comme tout citoyen au même titre que tous les autres. Et lorsqu'il dépose la plainte, il devait être invité ici à Kinshasa pour qu'il vienne confirmer sa plainte. Il a par ailleurs suggéré au gouverneur Ngoï Kassanji de retirer sa plainte contre Eliezer car il avait déjà saisi les CESAC. Le processus électoral en République démocratique du Congo, une question brûlante de l'actualité. Quelques jours après la publication du livre de Moïse Moussangana Mwamba titré « Qu'est-ce que le vote électronique? Qu'est-ce que la machine à voter ?» Ce nie un choix hypothétique et peu rassurant. L'utilisation de la machine à voter de plus en plus au centre d'une polémique. Pour sa part, la Corée du Sud, pays fabricant, décline toute responsabilité dans l'adoption et l'imposition de la machine dans le processus électoral. Interrogé à ce sujet, Moïse Moussangana fait des inquiétudes du pays fabricant. Interrogé à ce sujet, Moïse Moussangana fait sienne les inquiétudes du pays fabricant. Certainement. Donc, je fais mienne l'inquiétude du gouvernement sud-coréen. Je fais mienne l'inquiétude du gouvernement sud-coréen parce qu'il se pose deux problèmes. Donc, il y a deux défis que la CENI aurait dû relever pour sa trouvaille. Il y a des défis politiques. Je peux prendre juste sur le plan politique un seul défi, le consensus minimum. Est-ce que la CENI a réuni un consensus minimum autour de sa machine? Non. Il y a le défi juridique. Est-ce que ce dont parle la CENI est codifié dans la loi? Non. Ce n'est pas inscrit dans la loi. Mais d'où la CENI tire-t-elle la prérogative d'imposer ça aux Congolais? C'est un défi. Je parlais même de la fabrication et la certification de ces machines. Il fallait mettre au préalable, il fallait élaborer au préalable un règlement technique. Mais ce règlement technique ne peut pas être rédigé par la CENI. Ce règlement technique doit être rédigé par le ministère de l'Intérieur. Mais dans le cas d'espèce, c'est la CENI qui dit que la machine est fabriquée suivant les spécificités qu'il a avancées. Mais si déjà, il n'y a pas de confiance en la CENI et de ses spécificités, donc voilà, il y a aussi, il y aura un problème pour le contentieux électoraux. C'est un défi juridique parce qu'il se fait qu'il n'y a toujours pas de preuves matérielles. Conclusion, la question de la machine à voter reste controversée.
L'ouverture de la session parlementaire d'avril à l'Assemblée provinciale du Congo central n'a pas eu lieu en raison de quelques incidents qui ont causé beaucoup de dégâts matériels et des dommages physiques ayant entraîné mort d'hommes. Les notables de la province, choqués, ont réagi à ce sujet pour protester. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Déclaration de la communauté Congo face aux événements du 30 mars 2018 à Matadi. Le vendredi 30 mars 2018, la communauté nationale a vécu un drame sans précédent dans l'histoire du Congo central en rapport avec les événements malheureux enregistrés à Matadi lors de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2018 de son assemblée provinciale. En effet, des inciviques non notamment identifiés ont attaqué sans retenue le siège de la première institution provinciale et caillassé les véhicules des autorités et autres invités conviés à la dite cérémonie. Plus grave encore, au-delà de dégâts matériels importants, il y a même eu mort d'hommes. La communauté Congo exprime ainsi sa plus profonde indignation. Elle condamne avec la dernière énergie ces actes de barbarie de notre époque et surtout lorsque l'on sait, d'après les recoupements faits, que ces inciviques ont été instrumentalisés. La communauté Congo exige ainsi qu'une enquête indépendante sérieuse soit diligentée pour établir les responsabilités et sanctionner les auteurs matériels et moraux des dits incidents conformément aux lois de la République. Au regard de la gravité des faits et en attendant l'intervention de la haute hiérarchie que nous sollicitons du reste ou l'implication responsable de l'Assemblée provinciale, nous exigeons que des mesures conservatoires soient prises contre les autorités politico-administratives de la province dont le silence coupable jusqu'à ce jour est plus qu'éloquent sur leurs responsabilités qui aménise gravement l'image des marques de la communauté Congo, connue comme un peuple pacifique, conciliant et propre. À l'occasion, la communauté Congo demande que sa notabilité soit désormais consultée pour toute option importante concernant sa province. La communauté Congo s'engage enfin à dépêcher dans les tout prochains jours une équipe d'information à Matadi pour faire elle-même les constats. La radio-télévision nationale congolaise RTNC a, depuis le mardi 3 avril, un nouveau comité de gestion. Ce sont désormais 2 nouveaux directeurs qui sont aux commandes de cet organe de presse publique et officielle de l'État congolais. L'ancien DGAI, Mme Nicole Dibambou Murel Kitoko, a quitté son poste pour prendre celui de présidente du conseil d'administration PCA de l'agence congolaise de presse ACP. L'actuel DG, nommé par le chef de l'État, s'appelle Ernest Kabila Ilunga. Et le DGA, lui, bien connu des milieux de la presse, s'appelle Freddy Mulumba Kabouaï, ancien DG du journal Le Potentiel et du média Télé 7, avant de diriger le magazine Renaissance, à travers lequel cet homme des médias très engagé contre la balkanisation du Congo multipliait des plaidoyers pour le secteur. La presse congolaise est malade comme les hommes politiques aussi. Il ne faut jamais oublier que cette presse est née, donc la presse plurielle, grâce à ce que M. Mobutu avait dit, la libération politique. On a libéré aussi les médias. Il y avait seulement Elima et Salongo, je pense. Après ça, il y a eu d'autres privés qui ont créé leurs propres médias. Mais ça s'est créé dans des conditions telles que on avait une vision, soit vous êtes avec le pouvoir, soit contre le pouvoir. Et dans l'imaginaire des gens, on pensait que quand on est contre le pouvoir, on est pour la démocratie. Quand on est pour le pouvoir, on est pour la dictature. Et cette conception traverse toute la presse, toute la période, toute la presse congolaise jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Et vous verrez, vous avez la presse du pouvoir, la mouvance et l'opposition. C'est donc un honneur de plus pour la presse nationale que de voir un professionnel assumer un poste aussi stratégique dans l'espace audiovisuel congolais. Nous ne pouvons que féliciter l'heureux élu. Prendre son transport dans la ville de Kinshasa devient de plus en plus très incertain quant aux frais qu'il convient de disposer. Les prix des trajets varient selon l'humeur des taximens et les heures de pointe.
Sans oublier que le choix des communes aussi compte sur le tarif que l'on va vous fixer. Pour le cas de la distance UPenn-centre-ville, c'est alarmant. Par rapport au transport de l'UPenn jusqu'au centre-ville, le matin, le taximène, le transport c'est à 1000 francs, de 8h30 jusqu'à 12h, de 13h à 15h. Là, le transport devient à 800, deux autres taximènes c'est à 700 francs. De 17h jusqu'au 21h, 22h, là maintenant c'est à 500 francs. Bon. Les usagers des transports en commun à Kinshasa se plaignent de cet embarras et réclament des services compétents, de la rigueur et une grille officielle. Les prix ne sont pas les mêmes, il faut changer parce que ça dépend des moyens. On peut te donner même 2000 francs et pour quitter l'UPenn jusqu'ici au centre-ville, on nous demande cher, 1000 francs. Et comment est-ce que tu vas rentrer? Donc c'est un peu ça. Il faut qu'on nous diminue, même 500 francs par jour, ça peut y aller. On ne change pas les règles avant le jeu. Cet adage rencontre justement l'inquiétude du Maroc. Dans sa dernière lettre adressée au président de la FIFA, candidat à l'organisation du Mondial 2006, en concurrence avec le trio USA, Mexique, Canada, le royaume schleswigien se trouve être lésé par les nouveaux critères mis dernièrement en place par le président de la FIFA et son comité avant de déclarer un dossier recevable ou pas. Parmi ces nouveaux critères de sélection se retrouve la garantie que les villes hôtes comptent au moins 250 000 habitants, une capacité aéroportuaire minimale de 60 millions de passagers par an, l'augmentation de la taille des fan zones et ou encore le respect d'une distance maximale de 90 minutes entre l'aéroport et la ville hôte. Dans sa correspondance, le président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, Fouzi Lekja, accuse la Fédération internationale de football association d'avoir modifié au dernier moment les critères de sélection pour l'organisation du Mondial 2026. À ma grande surprise, le système de notation ne nous a finalement été transmis que le 14 mars, 24 heures avant que le Maroc ne remette son dossier et 48 heures avant la date limite imposée par la FIFA, a déploré le numéro 1 du football marocain dans sa lettre qu'il a adressée à l'instance dirigeante du football mondial. Selon le pays de Mohamed VI, la FIFA veut sciemment l'écarter avant même la date du vote au profit des USA et ses deux compagnons. Quelque chose de très grave au regard de la série des scandales qui avaient émaillé la FIFA il y a de cela quelques mois. Gianni Infantino a-t-il la mémoire courte étant donné qu'il a gagné sa place à la tête de la FIFA grâce aux voix des fédérations africaines? N'est-ce pas là une façon tacite de donner raison à l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou, qui dénonçait l'impérialisme sous-tendu par l'actuel président de la FIFA sur le football africain? En attendant, le Maroc sera prochainement inspecté par une commission d'évaluation de la FIFA qui va noter son dossier et qui possède le pouvoir d'écarter une candidature si elle l'estime insuffisante ou trop éloignée du cahier des charges. Dossier à suivre. Ouvrons cette brève revue de presse avec la présence de la MONUSCO qui n'est plus dans les bandes grasses du gouvernement congolais, qui donne sa position via le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Tchéoukitundu, qui a réagi face à la résolution 2409 du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un article du bulletin de l'agence presse associée APA qui en parle. Le gouvernement prend acte de la décision, signale l'APA, de l'avis du ministre ce mandat et l'avant-dernier de la MONUSCO qui devrait déjà mettre en œuvre son désengagement de la RDC. Aussi et surtout, le gouvernement congolais déplore les nouvelles recommandations confiées à la force onusienne lorsque les anciennes souffrent encore d'inefficacité. Bref, lentement et sûrement, les rapports MONUSCO et gouvernement de la RDC tournent au vinaigre. Autre chose, contexte politique est égal à question électorale. La machine à voter pourrait mettre en danger la tenue pacifique des élections prochaines, révèle l'APA qui reprend l'avertissement du gouvernement de la Corée du Sud contre l'utilisation non certifiée de la machine à voter. En fait, la Corée du Sud se dégage de toute responsabilité face à l'engagement signé entre la CENI et la société Miru System. C'est dire que la centrale électorale congolaise assume ses responsabilités quant au reste et conséquences qui pourraient advenir, car il s'agit d'un aspect technique, loin du caractère diplomatique et politique. Cependant, il faut retenir que Séoul
met en garde contre l'usage de la machine à voter. Autre chose, le retour du Premier ministre Bruno Tshibala tourne la page du passé récent, puisque le dernier décret signé par lui porte nomination du nouveau directeur du cabinet, en la personne de M. Jean-Félix Kamanda Diboué, qui remplace Michel Somé qui a démissionné. Pour la petite histoire, le nouvel élu assumait avant cela le poste de directeur de cabinet adjoint chargé des questions administratives, techniques et infrastructures. Terminons cette revue avec l'hebdomadaire Business et Finance qui s'attelle sur un sujet assez sensible et gênant. Les marchés de projets se livrent et s'obtiennent sur le gré à gré pour les routes et chantiers de Kinshasa, et cela en violation des procédures légales de passation des marchés. Le fond de la question relève et révèle du fait, explique l'article, que ce genre de marché favorise des travaux bâclés car maltraités et mal conclus. D'ailleurs, 6 mois après, les artères de Kinshasa souffrent encore. C'est un dossier à suivre. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs.